Bonsoir. Je vous invite à retrouver l'ambassadeur Guy Georgi. Nous l'avions déjà écouté il y a 3 semaines nous entretenir sur le Cameroun des années 40. Ce soir, il va nous parler un peu plus des problèmes d'actualité, surtout de la relation franco-camerounaise. Monsieur l'ambassadeur, que vous inspire aujourd'hui l'évolution d'un pays comme l'Afrique du Sud, qui vient de connaître une transition saluée à travers le monde, un pays comme le Nigeria ou d'autres pays Oui, chacun, ça c'est là où ce sont des exemples à suivre pour le reste de l'Afrique? Je diverge, non, pas nécessairement. Je diverge un peu, vous avez vu des opinions de Hammarskjöld, qui voyait l'Afrique idéale avec ce qui me racontait là, qu'il allait y avoir autour du Nigeria et de l'Afrique du Sud de grands pôles d'attraction qui allaient faire ce. Vous n'y croyez pas? Hein? Vous n'y croyez pas? Ben, je ne croyais pas à ces trucs-là. Je crois d'abord, il faut savoir travailler à l'échelle. Il y a un autre pays dont je pourrais vous parler, et dont depuis longtemps je sais qu'il est voué à une espèce d'anarchie intérieure, c'est l'Union soviétique. L'Union soviétique est un truc trop gros pour l'application d'un gouvernement. En Amérique du Sud, en Amérique latine, nous avons des pays un peu comparables. C'est par exemple le Brésil, un immense pays dont les contradictions internes sont considérables, dont les populations ne sont pas amalgamées. Ce n'est pas seulement la danse ou je ne sais pas quoi, vous voyez, qui est fondamentale. Ce n'est pas parce qu'il y a le carnaval de Rio, c'est l'existence même d'une conscience brésilienne. C'est trop gros. Donc vous avez peur pour de grands pays comme le Nigeria? Oh oui, moi j'ai peur pour un pays comme le Nigeria. J'ai peur en disant qu'il ne pourra pas être un élément fédératif, parce que lui-même n'est pas rassemblé. Et l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud, c'est pareil. L'Afrique du Sud pose d'autres problèmes encore. Pose d'abord des problèmes, c'est que c'est un pays récent pour tout le monde. Parce que, vous savez, le développement des populations sud-africaines, les Hottentots, si je pense que de l'Afrique du Sud, hein, je ne parle pas de la Namibie, l'Afrique du Sud, pas des pays, pas l'Afrique australe, pas la région. Ce qu'on appelle l'Afrique du Sud, l'Union des républiques sud-africaines. Il y avait beaucoup de personnalités que tout le monde crachait dessus, en disant divide ut imperes, manœuvre de l'impérialisme, comme si l'impérialisme s'arrêtait un matin. C'est un truc qui est général et propre à beaucoup d'humanité. Vouloir dominer le système, bon, et en profiter surtout, parce que profiter de son semblable est propre à l'homme. Hein. Alors, il y avait peu de monde, il y avait le rameau Hottentot. Et il y avait un peu sur les bordures des populations importantes, par exemple comme les Barotse, par exemple comme les Zoulous, comme par exemple les gens les gens de la Namibie, les Herero par exemple en Namibie, qui ont été un grand peuple en Namibie. Quand on dit un grand peuple, les Herero, c'est vrai qu'ils étaient un grand peuple dans la Namibie, mais il y en avait combien? Il y avait 80 000 Herero, c'est pas beaucoup. Du temps du grand Marrero, 80 000 étaient à peu près. Du temps de Samuel Marrero, son fils, c'est lui qui a été attaqué, c'est lui qui a été décomposé. Vous savez, après la campagne allemande, la grande campagne qu'ils ont faite en 1904, combien il restait de Herero? Une quinzaine de mille. Même pas. Vous vous rendez compte un peu les secousses que ça peut représenter à travers cette. Donc l'Afrique du Sud avait très peu de monde. Les ancêtres, les Xhosa, qui sont 5 ou 6 millions actuellement, mais ils étaient quelques centaines de mille, les ancêtres de Mandela. Mandela, c'est un prince Xhosa. Bon. Le KwaZulu, avec M. Boutelesi. Le KwaZulu, c'est pareil, les Zoulous ont été une tribu de guerriers, mon cher. Sois, hein, parce que c'était pas rien, les Zoulous. Bon, ça faisait des petites collectivités. Et les Nama, qui étaient au milieu, les Hottentots, Nama ou autres, étaient très peu, c'était des chasseurs, mais un peu de monde. En 1683 sont arrivés les premiers colons, pratiquement, Eidgenossen, c'est-à-dire les bourgs, les protestants, ils sont arrivés. Autrement, il y avait le Cap qui était une simple petite escale pour les marins, c'est tout. Bon. Qui ont commencé à peupler une histoire. Ce centre d'appel, a découvert des mines d'or et tout, a mené une concentration humaine considérable. Beaucoup d'Indiens, par exemple, des hindous qui sont venus, ils sont très nombreux, vous savez, là-bas. Et puis ces tribus qui ont bénéficié, malgré tout,
même s'il y avait l'apartheid, il y avait tout son système de possibilités données par l'argent, de l'or, des diamants et la richesse. Les Bantoustans, hein, la plupart des Bantoustans, Bophuthatswana, il y en a 7, les Bantoustans ont recouvert des nationalités. C'était des espèces de tribus. Les Xhosa, vous voyez, étaient dans leur coin, les Botswana étaient dans ses propres tribus, c'est pas machin. Aujourd'hui, c'est une mosaïque. Seulement, il y a une démographie très puissante qui est venue d'une Afrique spéciale née sur les chantiers. Sur les chantiers, dans des machins de la ville, dans des trucs à Johannesburg, où vous voulez, il y a toujours c'était une population vite sur ça. Elle a eu un noyau fédérateur très puissant qui était les Blancs, qui étaient les types, c'est eux qui ont fait cette Afrique du Sud. Aujourd'hui, je pense que sous la pression, le déséquilibre devient si grand que les Blancs n'auront pas un rôle particulièrement animateur. Je ne sais pas à quelle fraction de l'Afrique du Sud va être passé leur savoir-faire, leur esprit d'entreprise, parce qu'eux aussi c'était des gens qui étaient très actifs, parce qu'ils avaient été repoussés par leur collectivité. C'est des gens qui apportaient avec eux une science mûrie et pensée dans d'autres pays, et qui avaient à cœur de la faire avancer. Ils étaient motivés, tous les machins. Cette démotivation du blanc est inquiétante pour la suite, parce que la suite, nous allons nous retrouver très rapidement sur des blocs antagonistes qui vont... Vous voyez, Boutelesi, vous le trouvez très coopératif, vous? Pas beaucoup. Eh bien non, il est KwaZulu, il est Zoulou. Il est le patron du KwaZulu. Et vous trouverez les mêmes choses. Et des Mandela, vous savez, là, il traîne un peu des trucs qui avaient été formés par les méthodistes anglais, par le contact. Ils sortent tous de l'école de Fort Graham, ou je ne sais pas quoi. Voyez-vous, non, mais je ne vous cite pas cet exemple, parce que ça nous mènerait un peu loin, mais c'est amusant. Mais pour répondre à votre question, je sais que le pas qui vient d'être fait, qui a été fait il y a quelques années de ça se sentait. Moi, j'ai fait des voyages en Afrique du Sud à cette époque, j'ai bien vu l'affaire. Je connais Pete Botha, surtout, je connaissais qui était le ministre des Affaires étrangères. Et lui-même a conscience de ça, comme les types en ont conscience. Et je crois que l'amalgamation vous comprenez, l'Afrique, c'est ou un morceau du même sang, ou rien. Tandis que si vous gardez quelque chose où il y a une bonne dominante, les Ashanti, comme une mosaïque, vous savez, chaque morceau a son histoire. Vous ne voulez pas qu'on vous traite comme un type de Nouakchott? Qu'est-ce que vous avez de commun avec un bidane là? Bon, et c'est tout pareil. Et avec un Toubou Itivesti? Bon, bah, non plus. Hein. S'il y a vraiment des gens qui sont un peu éloignés des Toubous du Tivesti, ce sont les Congolais quand même. Me promenant un jour, moi, au Tivesti, avec le maître d'hôtel que j'avais, qui s'appelait Malonga. Vous voyez d'où vient le nom à peu près? Ah bon, bien sûr. Malonga. Malonga, il n'était jamais allé dans ces pays extravagants du Nord. Et je me souviens que je le trouve en contemplation devant une autruche. Je lui dis, Malonga, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, tu as vu ce canard là, s'il est grand? Alors vous disiez, pour apprécier l'évolution en Afrique du Sud, que ce pas qui vient d'être franchi... Mais le pas qui vient d'être franchi, ça a été d'abord la disparition de l'apartheid. Il n'est pas possible de mettre for white and lay, for nigger and lay, for n'importe quoi. Il n'existe pas. Bon, ça, on a sorti. C'était un réflexe de défense de huguenots, de gars opprimés. Les Blancs d'Afrique du Sud étaient des opprimés. Les huguenots, les Africains, sont des types émigrés, on les chassait de la communauté européenne à cause de leur religion. Après, il est venu l'impérialisme anglais, qui venait s'implanter là-dessus, qui a à peu près beaucoup mélangé. Mélangé, c'est pas avec les Xhosa que ça s'est mélangé. Ça s'est mélangé sur des fins économiques. De la de Berre, les histoires de diamants, les histoires de tout ce que vous voudrez, de viande et autre chose. Bon. Cette population n'est pas amalgamée. Même leur système, ils n'ont même pas ce sens instinctif, j'ai trouvé, des villageois africains qui quand même ont un souci d'urbanisme, pas d'urbanisme, mais de rassemblement humain de la collectivité de sang
et de pères et de machins, de tribus qu'ils ont. Ils ont un souci de ça. Les Sud-Africains n'ont presque pas, parce qu'ils ont tout mis dans des compounds, vous savez, compounds industriels, compounds de machin, qui n'a pas d'âme. Pour les soutenir derrière eux, ils ont amené leur truc de l'Inde, ou quelques pratiques un peu fétichistes, très peu. C'est un peuple qui n'est pas fantastiquement... Il est nombreux, il est puissant. Comme main-d'œuvre, bras et tout ça, il a très bien travaillé sous la direction d'autres gens. Aujourd'hui, je sais que malgré les efforts qui ont été faits, ils auront encore toutes les étapes à franchir. Et ces étapes-là, monsieur, on ne les a jamais toutes franchies. Vous arrivez en 1944 à Douala. Je fais plusieurs fois le tour du Cameroun avec le gouverneur, puisque j'étais à son cabinet. Et puis, vous arrivez, d'ailleurs, avant de partir, vous rencontrez, je crois, le gouverneur Cornari. Cornari, je l'ai trouvé à Dakar. Cornari, qui vous raconte donc l'histoire de l'avion du général de Gaulle qui s'est écrasé dans... C'est ça qui a fait sa fortune. Dans le nord. Dans le marécage de Goudoum, là-bas. Oui. C'est du côté du nord Cameroun. Et oui, c'est un marécage qui est dans la région entre le Logone et le Diamaré. C'est le bord, c'est le Cameroun, c'est les marécages du Logone. Et comment il a fait pour s'en sortir, le général? Parce que d'abord, il avait un petit avion, je ne sais pas quoi, c'était un Hanson, je ne sais pas quoi, qui volait très bas, et puis qui avait très peu de puissance de vol. Il a dû arriver dans les marécages à 60 à l'heure. Prenez votre voiture, c'est à peu près à cette vitesse-là qu'atterrissaient les petits avions, et même les Junkers. Un Junker en bout de course, s'il ne tapait pas quelque chose de plein fouet, dans un atterrissage de fortune, le Junker atterrissait à moins de 60 à l'heure. Ah bon? Eh bien oui. Et les moteurs n'étaient pas très puissants, et puis alors il avait une surface de sustentation d'aile, et lui, il avait un petit avion. Ils sont arrivés dans les marécages, mais dans les marécages, c'est très bien, vous savez, pour atterrir. Oui. Alors ça, c'est le côté anecdotique. Maintenant, il reste quand même la substance de l'action du général de Gaulle. Dites-moi finalement, quel est le portrait le plus juste qu'il faudra retenir de lui dans l'histoire coloniale? A-t-il été à l'origine, oui, ou à la remorque des événements? Non, je vais vous dire, je vais répondre. Je ne peux pas dire à la remorque. Le portrait le plus juste qu'il faudra retenir de lui dans l'histoire coloniale? A-t-il été à l'origine, oui, ou à la remorque des événements? Non, je vais vous dire, je vais répondre. Je ne peux pas dire à la remorque, parce que ça serait trop péjoratif et ça ne traduirait pas ce que je vais vous dire. Je vais vous dire que le général de Gaulle a toujours été un stratège. Un stratège, ça n'a pas de théorie, ça a la réalité du terrain. Il y a les forces ennemies qui sont là, vous êtes là, vous avez votre aile gauche, vous avez votre aile droite, vous avez votre machin, et vous jouez avec ça. Ce n'est pas par une idéologie, ni quoi que ce soit, de machin. Non, c'est un stratège. C'est-à-dire, à un certain moment donné, appréhender la situation, voir les moyens que vous avez à votre disposition et juger de ce que vous pouvez faire. Le général de Gaulle, ça a été ça. Là, il s'est trouvé à Londres avec personne, avec quelques gars qui arrivaient, qui n'étaient pas bloqués dans la ligne Maginot ou prisonniers de je ne sais quoi. Bon, moi je l'ai vu puisque j'étais militaire à ce moment-là, je connais bien. Et j'étais militaire au 5e régiment de tirailleurs sénégalais. Vous voyez que j'ai prolongé mon séjour africain, moi aussi. Alors, le général de Gaulle, très rapidement, a fait rien que son effort. Et tel qu'il a été perçu par les masses africaines, il a été perçu comme un homme, comme me disait l'abbé Youlou, ça je le mets là-dedans, ça c'est un type spécial que Dieu a fait pour les Français. Pourquoi? Il me disait, regardez-le, il est grand, plus grand que les Français, plus haut. Il ressemble à un éléphant. Il ressemble à un éléphant. Il a un grand nez comme ça, il a les yeux plissés, il a quelque chose de l'éléphant. C'est un les populations étaient prêtes. C'est pour ça que dans la vallée du Congo, tiens, pas très loin du Mayombe, entre Mouyonzi et je ne sais pas quoi, ils avaient installé le culte d'une Gaulle. Le Ngol. Moi j'en ai randonné un à André Malraux, parce qu'il y avait un fétiche qui était représenté par un piquet avec un képi, un grand nez, et qui était peint en jaune.
Habituellement, on emploie plutôt dans ce pays-là des couleurs blanches, noires ou rouges. Lui, il était à peu près en rouge. Le culte d'une Gaule de Gaulle. La variété de riz, une variété de riz qui était un peu meilleure, comme on dit, du côté de l'Aï au Tchad, vous voyez, dans les marécages du Gaulle. On a un riz qui était un peu long. On l'appelait le riz Ngol. Le Ngol, et je me disais, pourquoi vous l'appelez le Ngol? Parce que c'était un riz qui était meilleur que les autres, il fendait moins, il cassait moins. C'est un Dixie, si vous voulez, dans les variétés de riz. Eh bien, on l'appelait le Ngol, du général de Gaulle. Il est resté très longtemps comme un être mythique, presque, voyez-vous. La conférence de Brazzaville, qu'est-ce que vous voulez, il a profité de ça. C'était le seul morceau qui restait grâce à Eboué, le seul morceau où la France libre avait un pied. Dakar était occupé par l'autre, il y avait le gouvernement Boisson. Le Cameroun, oui, il avait le Cameroun qui s'est raccroché à lui un peu de temps après. Et puis il avait le Brazzaville, d'où la conférence de Brazzaville. Je ne peux pas dire qu'il n'était pas la remorque, mais il sentait, il savait, lui, que de toute façon, ces pays étaient fondés, étaient destinés à une indépendance. Nous avons, même à l'école coloniale, nous travaillions sur la notion, et pourtant nous étions à l'école de l'Empire français. Mais nous savions bien que c'était un empire précaire. Et dans notre devise, l'école coloniale, que tout le monde s'est bien gardé, puisque nous étions les colonialistes et que nous pouvions donner bonne conscience grâce à ça, à tout le monde, de charger. Là, vous savez, dans les sociétés anciennes, les Juifs prenaient un bouc qui chargeait de tous les péchés, de tous les machins, qui disait, le bouquin qu'on appelait le bouc émissaire. Et de charger le bouc émissaire. Il faut des boucs émissaires parce que ça permet aux collectivités qui ne savent pas trop quoi il s'agit de se blanchir à bon compte et de se dégager à bon compte. Voilà les responsables, coupables, bon, très bien. Alors, ce qu'on nous enseignait, c'était, nous savions que nous allions tout plus ou moins vers les indépendances. Seulement, c'est qu'on appréciait aussi qu'on en était très loin. Vous savez, personne sous Philippe II de Valois ne prévoyait la Révolution française non plus. Hein. Il faut voir la maturation avec le temps. Imaginez-vous qu'un enfant, un homme comme Léon Bas, combien de fois il m'a expliqué pourquoi on veut nous mettre indépendants. Il était contre l'indépendance. Il me disait, le Gabon, c'est une ville qui est moins peuplée, c'est un colis qui est moins peuplé que la ville de Bordeaux. Ça en fera une de plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire tout seul? Qu'est-ce qu'on va faire tout seul? Sans la France. Sans la France. Ils avaient beaucoup de dévotion à un homme aussi qu'on ne partenait pas aujourd'hui. C'était Savorgnan de Brazza. Moi qui ai été secrétaire général, parce que ça serait trop péjoratif et ça ne traduirait pas ce que je vais vous dire. Je vais vous dire que le général de Gaulle a toujours été un stratège. Un stratège, ça n'a pas de théorie, ça a la réalité du terrain. Il y a les forces ennemies qui sont là, vous êtes là, vous avez votre aile gauche, vous avez votre aile droite, vous avez votre machin. Et vous jouez avec ça. Ce n'est pas par une idéologie, ni quoi que ce soit, de machin. Non, c'est un stratège. C'est-à-dire, à un certain moment donné, appréhender la situation, voir les moyens que vous avez à votre disposition et juger de ce que vous pouvez faire. Le général de Gaulle, ça a été ça. Là, il s'est trouvé à Londres avec personne, avec quelques gars qui arrivaient, qui n'étaient pas bloqués dans la ligne Maginot ou prisonniers de je ne sais quoi. Bon, moi je l'ai vu puisque j'étais militaire à ce moment-là, je connais bien. Et j'étais militaire au 5e régiment de tirailleurs sénégalais. Donc, vous voyez que j'ai prolongé mon séjour africain, moi aussi. Alors, le général de Gaulle, très rapidement, a fait rien que son effort. Et tel qu'il a été perçu par les masses africaines, il a été perçu comme un homme, comme me disait l'abbé Youlou, ça je le mets là-dedans, ça c'est un type spécial que Dieu a fait pour les Français. Pourquoi? Il me disait, regardez-le, il est grand, plus grand que les Français, plus haut. Il ressemble à un éléphant. Il ressemble à un éléphant. Il a un grand nez comme ça, il a les yeux plissés, il a quelque chose de l'éléphant. C'est un les populations étaient prêtes. C'est pour ça que dans la vallée du Congo, tiens, pas très loin du Mayombe, entre Mouyonzi et je ne sais pas quoi, ils avaient installé le culte d'une Gaule. Le Ngol. Moi j'en ai randonné un à André Malraux. Parce qu'il y avait un fétiche qui était représenté par un piquet avec un képi, un grand nez, et qui était peint en jaune. Habituellement, on emploie plutôt dans ce pays-là des couleurs blanches, noires ou rouges. Lui, il était à peu près en rouge. Le culte d'une Gaule de Gaulle.
La variété de riz, une variété de riz qui était un peu meilleure, comme on dit, du côté de l'Aï au Tchad, vous voyez, dans les marécages du Logol. On a un riz qui était un peu long, on l'appelait le riz Ngol. Le Ngol, et je me disais, pourquoi vous l'appelez le Ngol? Parce que c'était un riz qui était meilleur que les autres, il fendait moins, il cassait moins. C'est un Dixie, si vous voulez, dans les variétés de riz. Eh bien, on l'appelait le Ngol, du général de Gaulle. Il est resté très longtemps comme un être mythique, presque, voyez-vous. La conférence de Brazzaville, qu'est-ce que vous voulez, il a profité de ça. C'était le seul morceau qui restait grâce à Eboué, le seul morceau où la France libre avait un pied. Dakar était occupé par l'autre, il y avait le gouvernement Boisson. Le Cameroun, oui, il avait le Cameroun qui s'est raccroché à lui un peu de temps après. Et puis il avait le Brazzaville, d'où la conférence de Brazzaville. Je ne peux pas dire qu'il n'était pas la remorque, mais il sentait, il savait, lui, que de toute façon, ces pays étaient fondés, étaient destinés à une indépendance. Nous avons, même à l'école coloniale, nous travaillions sur la notion, et pourtant nous étions à l'école de l'Empire français. Mais nous savions bien que c'était un empire précaire. Et dans notre devise, l'école coloniale, que tout le monde s'est bien gardé, puisque nous étions les colonialistes et que nous pouvions donner bonne conscience grâce à ça, à tout le monde, de charger. Vous savez, dans les sociétés anciennes, les Juifs prenaient un bouc qui chargeait de tous les péchés, de tous les machins, qui disait, le bouquin qu'on appelait le bouc émissaire. Et de charger le bouc émissaire. Il faut des boucs émissaires parce que ça permet aux collectivités qui ne savent pas trop quoi il s'agit de se blanchir à bon compte et de se dégager à bon compte. Voilà les responsables, coupables, bon, c'est très bien. Alors, ce qu'on nous enseignait, c'était, nous savions que nous allions tout plus ou moins vers les indépendances. Seulement, c'est qu'on appréciait aussi qu'on en était très loin. Vous savez, personne sous Philippe II de Valois ne prévoyait la Révolution française non plus. Hein. Il faut voir la maturation avec le temps. Imaginez-vous qu'un enfant, un homme comme Léon Bas, combien de fois il m'a expliqué pourquoi on veut nous mettre indépendants. Il était contre l'indépendance. Il me disait, le Gabon, c'est une ville qui est moins peuplée, c'est un colis qui est moins peuplé que la ville de Bordeaux. Ça en fera une de plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire tout seul? Qu'est-ce qu'on va faire tout seul? Sans la France. Sans la France. Ils avaient beaucoup de dévotion à un homme aussi qu'on ne partenait pas aujourd'hui. C'était Savorgnan de Brazza. Moi qui ai été secrétaire général du Gabon, donc représentant du gouvernement à l'Assemblée territoriale après 1946. Hein? Bon. J'ai donc écouté tous les délégués du Gabon un par un. Ils parlaient tous. Obama, Bougou, n'importe quel, les Fang du Haut, les Ntoutoumé, les autres. Bon. Ils parlaient tous avec dévotion de Savorgnan de Brazza. Jamais ils n'avaient tiré un coup de fusil ou que ce soit. C'est ça. Jamais vous n'avez entendu parler qu'il y avait eu une bataille avec M. de Brazza et une mitrailleuse. Jamais. Il avait fait sa capitale à Libreville, Savorgnan de Brazza, au début, qui était la capitale du Congo d'ailleurs. Après, bon, il y a eu Brazzaville. Mais même d'instinct, les Africains le savaient, le sentaient. On n'a pas changé le nom de la capitale. Et personne ne change, elle a changé. Même des gens même comme Pangouabi, qui n'était pas un grand révolutionnaire, mais même ceux qui se sont inscrits comme tels, depuis, n'ont jamais envisagé cette hypothèse-là. C'est donc qu'il y avait une espèce de reconnaissance quand même. Et d'attachement. Dites-moi, monsieur l'ambassadeur, le président Jacques Chirac vient bientôt en Afrique. Le président Jacques Chirac. Oui, il va aller faire le tour. Dans les prochaines semaines en Afrique. Il viendra au Cameroun, nous l'espérons au Cameroun. Oui, c'est bien. Il va venir. Il se réclame précisément de cet héritage de Gaulle. Vous le situez véritablement dans la même lignée? L'idée qu'il se fait de la nation française doit être identique, et je crois identique à celle de Gaulle. Elle est absolument élargie au sens moderne. De Gaulle n'a pas connu Internet, ni le développement de l'électronique, ni tout ça. Mais je peux vous dire que le général de Gaulle avait une culture géographique extraordinaire. Ce que ne font absolument pas les gens d'aujourd'hui, qui sont en politique peut-être beaucoup plus contestables, les ambassadeurs, qui sont quoi?
Ce sont les représentants du chef de l'État dans un pays déterminé. Ils ne sont pas représentants de la France, comme on dit, ils sont représentants de l'État. Ils présentent des lettres de créance qui commencent par « cher et grand ami », qui est envoyé, signé du président de la République, pas du Premier ministre, ni qui que ce soit, et qui est envoyé au chef de l'État qui, dans le pays où ils vont en poste, cette lettre qui est portée, même si elle est rédigée en des termes très voisins souvent, c'est une lettre qui est destinée au chef de l'État. Vous présentez ces lettres de créance au chef de l'État, de la part de votre chef de l'État, qui ajoute « Monsieur un tel est mon représentant, faites-lui confiance, ce que vous lui confierez me sera transmis. » Voilà. Le général de Gaulle recevait à leur départ tous les ambassadeurs. Moi qui suis parti ambassadeur en Bolivie, puisque j'avais choisi la Bolivie pour les raisons que je vous ai dites, et que l'on m'y envoyait parce que c'est un poste qui est très élevé, il est à 4000 mètres de haut. Enfin, ce n'est pas le poste le plus élevé du Quai d'Orsay, il s'en faut. Bon, peu importe, c'est pas ça qui m'importait, moi ce qui m'importait, c'est de voir des pays originaux, et ça c'est un pays original. De même que je me suis beaucoup intéressé à l'Iran, qui est un pays très original. Et même la Libye, où j'ai laissé beaucoup d'amitié avec Kadhafi. Bon. Le général de Gaulle recevait l'ambassadeur. Bon, quand il lui donnait, il avait une petite note sur son bureau. Vous savez, le général de Gaulle n'avait pas de téléphone sur son bureau. Il n'y avait pas de téléphone. Son cabinet était fait pour soi, les coups de téléphone, lui n'avait pas, il était donc disponible. Il vous parlait pendant 20 minutes de l'essentiel, de l'idée de ces rapports de la France avec le pays où vous alliez. Bien. Quand vous reveniez pour la première fois, il vous recevait une deuxième fois. Aujourd'hui, la moitié des ambassadeurs n'ont jamais été reçus par personne, et c'est comme ça. On sait tout d'ailleurs maintenant à Paris, grâce à Internet. C'est plus à peine qu'on vienne regarder comment sont les gens de l'Holodorf, on doit le savoir. Il n'y a qu'à appuyer FW, M3, je ne sais plus quoi, et puis ça y est, ça marche, on en connaît assez. C'est le président Jacques Chirac. Le président Jacques Chirac a une même idée globale certainement de sa philosophie de l'humanité, de la planète et la France, de la nation française qu'il voit. Il connaît peut-être moins la géographie que la connaissait le général de Gaulle. Le général de Gaulle m'a toujours étonné par les connaissances géographiques, parce que ça serait trop péjoratif et ça ne traduirait pas ce que je vais vous dire. Je vais vous dire que le général de Gaulle a toujours été un stratège. Un stratège, ça n'a pas de théorie, ça a la réalité du terrain. Il y a les forces ennemies qui sont là, vous êtes là, vous avez votre aile gauche, vous avez votre aile droite, vous avez votre machin, et vous jouez avec ça. C'est pas par une idéologie, ni quoi que ce soit, de machin. Non, c'est un stratège. C'est-à-dire, à un certain moment donné, appréhender la situation, voir les moyens que vous avez à votre disposition et juger de ce que vous pouvez faire. Le général de Gaulle, ça a été ça. Là, il s'est trouvé à Londres avec personne, avec quelques gars qui arrivaient, qui n'étaient pas bloqués dans la ligne Maginot ou prisonniers de je ne sais quoi. Bon, moi je l'ai vu puisque j'étais militaire à ce moment-là, je connais bien. Et j'étais militaire au 5e régiment de tirailleurs sénégalais. Vous voyez que j'ai prolongé mon séjour africain, moi aussi. Alors, le général de Gaulle, très rapidement, a fait rien que son effort. Et tel qu'il a été perçu par les masses africaines, il a été perçu comme un homme, comme me disait l'abbé Youlou, ça je le mets là-dedans, ah, ça c'est un type spécial que Dieu a fait pour les Français. Pourquoi? Il me disait, regardez-le, il est grand, plus grand que les Français, plus haut. Il ressemble à un éléphant. Il ressemble à un éléphant. Il a un grand nez comme ça, il a les yeux plissés, il a quelque chose de l'éléphant. C'est un éléphant. Les populations étaient passées, c'est pour ça que dans la vallée du Congo, tiens, pas très loin du Mayombe, là, entre Mouyonzi et je ne sais pas quoi, ils avaient installé le culte du Ngol. Le Ngol. Moi j'en ai donné un à André Malraux. Parce qu'il y avait un fétiche qui était représenté par un piquet avec un képi, un grand nez, et qui était peint en jaune. Habituellement, on emploie plutôt dans ce pays-là des couleurs blanches, noires ou rouges. Lui, il était à peu près en rouge. Le culte du Ngol de De Gaulle. La variété de riz, une variété de riz qui était un peu meilleure, comme on dit, du côté de l'Aï au Tchad, vous voyez, dans les marécages du Gaulle. On a un riz qui était un peu long, on l'appelait le riz Ngol. Le Ngol, et je me suis dit, pourquoi vous l'appelez le Ngol? Parce que c'était un riz qui était meilleur que les autres, il fendait moins, il cassait moins. C'est un Dixie, si vous voulez, dans les variétés de riz. Eh bien, on l'appelait le Ngol.
du général de Gaulle. Il est resté très longtemps comme un être mythique, presque, voyez-vous. La conférence de Brazzaville, qu'est-ce que vous voulez dire, il a profité de qui? C'était le seul morceau qui restait grâce à Eboué, le seul morceau où la France libre avait un pied. Dakar était occupé par l'autre, il y avait le gouvernement Boisson. Le Cameroun, oui, il avait le Cameroun qui s'est raccroché à lui un peu de temps après. Et puis il avait le Brazzaville, d'où la conférence de Brazzaville. Je ne peux pas dire qu'il n'était pas la remorque, mais il sentait, il savait, lui, que de toute façon, ces pays étaient fondés, étaient destinés à une indépendance. Nous avons, même à l'école coloniale, nous travaillions sur la notion, et pourtant nous étions à l'école de l'Empire français. Mais nous savions bien que c'était un empire précaire. Et dans notre devise de l'école coloniale, que tout le monde s'est bien gardé, puisque nous étions les colonialistes et que nous pouvions donner bonne conscience grâce à ça, à tout le monde, de charger. Vous savez, dans les sociétés anciennes, les Juifs prenaient un bouc qui chargeait de tous les péchés, de tous les machins, qui disait, le bouquin qu'on appelait le bouc émissaire. Et de charger le bouc émissaire. Il faut des boucs émissaires parce que ça permet aux collectivités qui ne savent pas trop quoi il s'agit de se blanchir à bon compte et de se dégager à bon compte. Voilà les responsables, coupables. Bon, très bien. Alors, ce qu'on nous enseignait, c'était, nous savions que nous allions tout plus ou moins vers les indépendances. Seulement, c'est qu'on appréciait aussi qu'on en était très loin. Vous savez, personne sous Philippe II de Valois ne prévoyait la Révolution française non plus. Hein. Il faut voir la maturation avec le temps. Imaginez-vous qu'un enfant, un homme comme Léon Bas, combien de fois il m'a expliqué pourquoi on veut nous mettre indépendants. Il était contre l'indépendance. Il me disait, le Gabon, c'est une ville qui est moins peuplée, c'est un colis qui est moins peuplé que la ville de Bordeaux. Ça en fera une de plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire tout seul? Qu'est-ce qu'on va faire tout seul? Sans la France. Sans la France. Ils avaient beaucoup de dévotion à un homme aussi qu'on ne partenait pas aujourd'hui. C'était Savorgnan de Brazza. Moi qui ai été secrétaire général, avec le même souci de m'intéresser aux pays profonds, à son histoire, aux hommes, aux relations qu'on peut avoir sur ce plan-là. Et même lorsque je suis parti continuer, j'ai toujours gardé ce lien avec la Bolivie. J'ai écrit un livre sur la Bolivie qui s'appelle L'oiseau sorcier. Tiens, voilà un point qui fait le pont entre l'Afrique. D'ailleurs, ce livre que j'ai fait sur la Bolivie comporte les 2 tiers, c'est la Bolivie, uniquement la Bolivie. Et le dernier tiers, c'est un État africain en comparaison, que l'on peut mettre devant, mais qui a eu toujours des liens très étroits avec l'Amérique du Sud. Et pourquoi l'oiseau sorcier? C'est le Dahomey. Pourquoi l'oiseau sorcier? Eh bien, je vais vous dire ça et vous le comprendrez parce que vous êtes africain. Beaucoup de peuples ont les oiseaux, cet oiseau. Or, en Amérique latine, il y a un oiseau qui est un passereau, qui n'est pas un passereau, qui est de la famille des corbeaux. C'est la famille des corbeaux, qui est originaire d'Afrique, qui a passé le morceau, l'océan Atlantique en volant, et qui s'est établi aussi dans l'Amazonie et dans l'Amérique du Sud. C'est le même. Cet oiseau, il existe sur la côte d'Afrique. Moi, je l'ai rencontré aussi. C'est un étrange oiseau qui ressemble à un corbeau qui aurait un bec de cormoran. Et ce oiseau, dans la forêt amazonienne, on l'appelle Juan Bobo, c'est-à-dire Jean le Sot. Quand il a mangé, il reste 2 heures au même endroit et il ne bouge pas. Ce qui impressionne toujours les populations, on dit qu'est-ce qu'il fait? Il est envoyé par le sorcier pour nous surveiller. En fait, il est repu. Hein? Il est repu. Il est repu, il reste 2 heures. Il ne bouge pas, vous pouvez passer à côté de lui, il ne bouge pas. Mais on ne le touche pas parce que tout le monde le redoute. Il est là avec son œil noir, on se dit qu'est-ce qu'il veut celui-là. Si vous voyez les circonstances dans lesquelles je l'ai trouvé, celui qui voulait dire encore mieux que moi conduisait la petite jeep avec laquelle je me baladais sur l'altiplano bolivien. Il est actuellement ambassadeur de Bolivie à Paris. C'est Gonzalo Campero Paz. C'était lui qui avait 20 ans et qui conduisait ma voiture, parce qu'il était étudiant, il était disponible. Et c'est lui, avec lui, que nous avons trouvé l'oiseau sorcier. Je marchais avec sur la route, il pleuvait, c'était haut, c'est dans la montagne, c'était très haut, 3 000 à 4 000 mètres de haut.
Et il y avait des flaques d'eau partout. Et lorsque j'étais devant, je vois une boule noire qui tournait sur la piste. Je lui dis, arrête, arrête. Je descends, je m'approche. C'était un oiseau, un gros oiseau comme un gros corbeau, avec son bec là qui me disait, tout noir, l'œil noir et tout noir, qui tournait sur lui comme une toupie, sur la tête. Vous avez eu peur? Bon, non, je n'ai pas peur en général. Je m'approche pour l'attraper. Quand j'ai attrapé cette boule qui était comme ça, elle frémissait à un point que vous ne pouvez pas savoir. Je rentre, je le tiens pour le regarder de près. Je remonte dans la Jeep, il pleuvait tout était fermé, les bâches, tout. Le gars était, l'ambassadeur, là, il vous disait ça mieux que moi. Il me dit, monsieur, ne le touchez pas, c'est un oiseau sorcier. Et c'est un pájaro brujo. Il me dit, alors, je lui dis, bon, ben, ça va très bien, je le regarde un peu, puis je lui dis, mais je le regarderai plus à loisir, je le mets dans la boîte à gants de la Jeep, vous savez, devant moi. Je le mets dans la boîte à gants et je ferme. Au bout d'un moment, on entend un petit bruit. On entendait des petits bruits, puis on n'entend plus rien. Et alors il me dit, hey, qu'est-ce qui passe là? Qu'est-ce qui devient le pájaro, l'oiseau? J'ouvre, il avait disparu. Il avait disparu, mystérieusement. Rien, nous avons cherché partout. Voici la boîte à gants qui était du plastique moulé, vous savez, dans la Jeep. Là. Il n'y avait aucune fissure, il n'y avait rien. Nous étions trois il avait disparu. Quelle explication? Aucune. Pour ça, je n'ai pas d'explication. Mais où j'ai une explication, c'est que je l'ai retrouvé après. Était-ce le même ou un de ses parents? Ah non, il ressemble exactement. Et je l'ai même trouvé en Afrique, puisque j'ai eu sa visite au Dahomey. Ça a beaucoup étonné tout le monde, parce qu'il était sur la... C'est très... Je vous en raconterai là-dessus, parce que... J'imagine. Mais dites-moi, monsieur l'ambassadeur, en dehors de cette mentalité magico-religieuse, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les pays latino-américains qui ont connu l'indépendance plus d'un siècle avant les pays africains? Qu'y a-t-il de commun entre ce groupe de pays? C'est ce que j'ai essayé de montrer dans l'Oiseau sorcier, où il y en a une partie qui est consacrée au Bénin, parce que c'était un pays où également la puissance des vaudous sont communes aux deux. En effet. Les vaudous sont tous africains. En effet. Il y en a 48 ou quelques qui, le vaudou ou orisha, sont les mêmes selon qu'ils viennent des Yoruba. Et l'importance fantastique que ça a en Amérique. Toute la région de la baie de Tous les Saints, par exemple, la région de Bahia. Il y a les mêmes cultes que les vaudous africains. Shango, par exemple, qui est le patron des vaudous au Cameroun, par exemple, Shango, bien connu, Shango est surtout connu au Bénin. Là, il y a peu de fétichisme de ce genre. Il y en a un autre fétichisme que je connais très bien sur le coin, dont je pourrais vous parler. Mais il existe dans toute cette région. Le dieu des vaudous de Haïti, vous savez, Haïti, tenez, regardez, derrière moi, un tableau haïtien. Vous n'avez qu'à voir un peu. Les vaudous d'Haïti, ils ne s'appellent pas Shango. C'est le même Shango, c'est une femme, c'est un esprit féminin qui s'appelle Erzuli Frida Dahomey. Erzuli Frida Dahomey, c'est le grand vaudou, le patron du vaudou haïtien. Est-ce que l'Afrique a su profiter de l'expérience des pays d'Amérique latine? Oh non, très peu. Par certains côtés, pour la côte du Bénin et jusqu'à la côte d'Angola, jusqu'en Angola. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été envoyés au XVIIIe siècle, moitié du XIXe, comme esclaves au Brésil. Mais beaucoup sont revenus. C'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, ils étaient catholiques, enfin on les avait baptisés, et leurs familles, et ils étaient libérés au bout de 30 ans. Monsieur l'ambassadeur, la colonisation, si c'était à refaire, vous seriez partant? Mon pauvre ami, la colonisation, mais ça a existé de tout temps. Je ne sais pas pourquoi on a spécifiquement montré du doigt celle du milieu de l'Afrique, va trouver, mais je n'ai vu que des colonisés. Vous êtes allé vous promener dans le Proche-Orient? Pas encore. Eh bien, il faut y aller. La moindre trou que l'on fasse, on trouve 4 ou 5 000 ans de civilisation au-dessous. Ce sont des couches comme ça, successives, dont chacune colonisait plus ou moins l'autre, s'inspirait d'elle, devenait bien jusqu'au jour où elle était colonisée par une autre qui l'attrapait. La colonisation, ce n'est pas simplement un type avec un short et un autre avec un casque blanc qui tient une machette ou
un fouet à la main, c'est pas ça. C'est l'exploitation des forces humaines. Si on est allé chercher les Africains au moment de l'esclavage, c'est parce que l'Afrique était peu développée que le royaume du Bénin avait ça comme ressource. Je connais très bien l'histoire du Bénin. Donc l'exploitation des forts, voilà. des faibles par les forts. Par les forts, mais ça c'est constant. C'est constant quand je pense que nous avons au tribunal de Nanterre un couple de Français qui utilisait une esclave togolaise depuis 15 ans et qui trouvait ça tout naturel. Quand on jouit d'un privilège chez les hommes, tout de suite on prend tout ce qu'il faut pour le perpétuer, parce que dites, on en profite si on veut vous l'enlever. Ça vous fait crier trop fort. Alors, il ne faut pas que, quand on parle des systèmes démocratiques, éviter de recopier les multiples démocraties que nous avons, trouver un système à l'intérieur, et il peut se trouver, parce que les vertus de discussion et de respect existent dans les sociétés, dans la société africaine. Je fais rire des gens, beaucoup, et j'hésitais même à le faire, qui montraient quel était dans la société le respect de l'Africain pour son prochain. Quand j'étais un jour, j'étais dans le Nord, j'avais un grand garage tout avec un mur fait en adobe, vous savez, et qui était gris, qui était... Je dis, je vais le faire blanc. Je fais un grand seau, un grand baril de chaux, je casse un palmier, je casse les dents pour faire le pinceau, j'appelle un de mes manœuvres qui est un début sud. Et je lui dis, peins ça en blanc. Le soir, je rentre, il avait peint tout le mur en blanc, sauf un dessin bizarre en bas qui était resté sans être peint, comme ça. Il faisait une forme. Je lui dis, mais aïe, t'as tout... mais pourquoi t'as laissé ça? Il me dit, mais commandant, il me dit, il y avait un vélo qui était appuyé contre le mur. Le vélo n'était pas à lui. C'est pas lui qui l'avait mis là, c'est son frère qui l'avait laissé là. Lui n'avait pas le droit de l'emporter, ce vélo. Il a peint autour. Il avait peint tout le mur, il avait laissé la place où était le vélo. Quand je dis ça aux gens, tout le monde rigole. Mais pas du tout. Vous imaginez ce que ça représente comme un respect d'autrui, ça? Le type a posé là un vélo, il faut qu'il l'enlève. Après, d'accord. Mais moi, non, je n'ai pas le droit de le faire, c'est pas moi. C'est mon frère qui a mis, donc. Eh bien, c'est ça, les véritables. Et vous trouviez ça dans l'Afrique, beaucoup. Je pense que ça existe encore au fond des racines du peuple. Malheureusement, à l'urbanisation et à tous ces systèmes-là, les mentalités changent complètement. Alors, on va terminer par les champs par lesquels on vous accueillait en Balmayo et dans les environs. Les femmes qui vous accueillaient, vous vous en souvenez aujourd'hui? Très bien, mais non, comment... Ça se passait comment? Parfaitement. Tenez, où croyez-vous que j'ai appris le Bemben Tangan, c'est dans la brousse. C'est parce que les gens chantaient ça. C'est parce que vous savez qu'on marchait en file indienne. Vous savez que quand l'administrateur arrivait, les notables, les gens, les femmes, les gens du pays, puis ça distrayait aussi, l'attendaient au marigot, là, qui fait la limite entre tous les machins. Vous passiez le marigot, les gens qui vous avaient accompagné, chez qui vous aviez dormi, chez qui vous aviez mangé, se retiraient, saluaient leurs copains d'en face, et vous battiez en face, et on marchait les uns derrière les autres dans la forêt. Je trouvais que c'était d'ailleurs très bien. J'en ai souvent parlé à un douala qui s'appelle le docteur Bébé, qui est musicologue, qui a beaucoup de... Alors, quand on dit l'Africain danseur, le machin, des trucs comme ça, là aussi, on ne sait pas de quoi on parle. On parle de quoi? En fonction des folies bergères, ou en fonction des... Vous savez qu'il y a un point important. Moi, je vois beaucoup de Noirs en France. Et vous savez ce que je remarque? C'est qu'ils sont tristes comme des Blancs. Et que si vous êtes en Afrique, c'est complètement différent. Les gens qui sont ici ne rient pas. Les Noirs qui sont à Paris, ils ont des problèmes économiques, des problèmes de survie. Papier. Ce sont des visages de Noirs tristes. Et autrefois, en Afrique, il y avait un dicton qui disait « il est triste comme un Blanc ». Et c'est vrai, le Blanc, il ne sait pas rigoler, il ne sait pas ce que c'est que la joie. Il va se réveiller dans un bistrot, il se drogue avec un peu d'alcool, il dit des conneries avec son voisin parce qu'il ne savait pas trop quoi se raconter, tandis qu'en Afrique, on sait toujours raconter quelque chose. Au cas où on ne le saurait pas pour commencer, on l'invente en cours de route, vous savez bien. L'habitant de Mbalmayo à côté, qui vous regarde ce soir, si vous voulez lui dire quelque chose de vos souvenirs. Oh, ils ne me regarderont pas, ils s'en rappellent. Vous dites, il y a 50 ans. Oui. Les enfants qui allaient à l'école ont 59 ans. Enfin, en 45 ans. Maintenant, non, ils ont 59 ans.
Oh, tu ne te rappelles plus, c'est déjà une étape passée que le monde... Mais ils ont la télévision, hein. Ils vous regardent là en ce moment. Et oui, mais ce que je peux dire, moi si j'ai un truc à leur dire, c'est que j'aimais beaucoup leurs grands-parents. Parce que c'était un... On ne s'embêtait jamais en Afrique, il y a toujours une histoire. Si je vous faisais le compte des histoires africaines que j'ai, il est considérable. De tout. Tout le monde me parlait de l'oiseau sorcier. Eh bien, en Afrique, vous savez qu'on vit toujours au milieu des sorciers.